Je n'ai pas entendu parler. Peut-être l'individu. Vous avez l'information aujourd'hui? Bon, oui. Donc, je lui dirai de se rapprocher de nous. Si on peut faire quelque chose ensemble, on le fera. Le chef de l'État a le souci de booster la jeunesse dans cette économie numérique. Parce que rien ne se fera sans l'économie numérique à notre ère. Le chef de l'État a le souci et on voit toute la communication que le gouvernement fait par rapport au recrutement de ces jeunes. Vous les avez recrutés sur quelle base? Quel est déjà leur salaire? Combien gagnent-ils? Bon, là, on raisonne en fonctionnaire, mais il faut voir l'affaire autrement. Nous, on les a recrutés, nous avons boosté parce que c'est l'État qui fait. Et pour commencer, pourquoi nous avons choisi Padonou? Padonou, ça fait déjà depuis les années 2000 qu'il est dans chose là. Donc l'État essaie de choisir quelqu'un pour donner l'exemple aux autres. Voilà quelqu'un qui est dans le domaine. C'est ouvert. Si quelqu'un d'autre vient et dit je peux faire la même chose, bien je sais faire, nous on l'accompagne. Donc les 1000 jeunes, c'est pour leur permettre de prendre connaissance avec vraiment les nouvelles technologies et de savoir quel est le souci, le renseignement de l'administration publique. Et ensuite, si c'est après Bill que les 1000 jeunes ils ont fait 1 an, s'ils veulent aller ailleurs, il faut toujours des gens là pour renseigner. Bon, quel est leur salaire? Nous, on prend ces jeunes sur la base du volontariat, puisque ils viennent du ministère de la Jeunesse, des volontaires du ministère ou bien de l'ANPE. C'est ce que nous payons, que l'État essaye de mettre à leur disposition pour ce début. Et tout ce que les gens ne comprennent pas. Ce qui est là, l'État fait la formation et paye cette indemnité, je pense que c'est 45 ou 55 000 jeunes. C'est tout. Le reste, c'est le privé qui reprend après pour faire. Lui, il forme le jeune à l'entrepreneuriat, il le fait orienter, il lui présente des projets, c'est ça par la suite. Et c'est ce que nous voulons, que ça présente un intérêt, qu'on puisse booster. Donc en quelque sorte, ce n'est pas des emplois que vous offrez à ces jeunes? C'est des emplois et des opportunités et nous allons faire le point. Nous allons faire le bilan, vous verrez. Qu'est-ce qu'ils deviendront, ces jeunes, si entre-temps, après 2016, le régime qui s'installe n'est pas dans la même dynamique que vous, que de recruter comme ça des jeunes et de les mettre à la disposition de M. Padonou, et que le régime décide de changer la donne? Ils deviendront quoi? Qu'est-ce qu'on appelle changer la donne? Non, c'est quelque chose. Ce n'est changer la donne. Un régime qui arrive dans ce pays aujourd'hui ne peut pas tourner dos aux jeunes. Un régime qui arrive dans ce pays ne peut pas tourner dos aux technologies de l'information et de la communication. Parce que certains pensent que M. Padonou est dans les sirailles du pouvoir et donc c'est pour ça qu'on lui a donné ça un peu pour rejoindre Jean-Eudes qui disait tout à l'heure que c'est pas ouvert à tout le monde puisqu'il y a d'autres qui sont dans le domaine. Bon, vous savez, nous avons toujours l'habitude d'avoir nos commentaires au Bénin. Vous aurez ouvert cette affaire à quelqu'un, c'est celui qui n'a jamais fait la pratique qui viendrait. Nous on a pris un. Ce que moi je disais, il fallait bien que ça aille au-delà. Je ne parle pas du recrutement de ces jeunes, moi je parle du développement même de l'économie numérique, pas des agents recruteurs. Non, bon, je vous ai parlé d'un seul pan. Quand on parle de l'économie numérique, en parlant de choses, on n'a plus qu'un pan. Il y a aussi les data centers. Les data centers, c'est quoi? C'est de grandes sociétés qui viennent loger des choses chez vous pour travailler. Il y a tout ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on essaie. On a oublié un aspect du centre d'appel. Le centre d'appel, les sociétés qui sont à l'extérieur, pour aller dans d'autres pays, ils peuvent utiliser votre centre d'appel votre plateforme pour essayer de faire passer leur appel. Par exemple, si vous allez au Maroc ou bien au Sénégal, vous verrez les sociétés françaises qui les utilisent. Donc, il y a le développement de l'économie numérique, c'est vraiment une base qu'il faudrait, sur laquelle il faut sensibiliser tous nos jeunes et d'une manière générale les citoyens. Il y a 2 autres volets que nous sommes en train de voir au niveau du gouvernement. C'est la carte, après paiement, bon, d'une manière générale, c'est l'économie, le paiement électronique. Ça veut dire qu'il faut que nous apprenions à nos compatriotes à se passer maintenant du cash. Il ne faut pas continuer d'avoir de l'argent liquide en poche. Le cash, non, c'est pas bon. Maintenant, chacun aura sa carte pour payer sa facture, pour payer ses choses d'impôt, pour aller à la Sonacop, vous avez votre carte et puis vous pouvez. Mais les banques font ça déjà, non? Les banques commercialisent certaines cartes pour remettre. Oui, bon, la banque fait, mais la banque n'a pas l'obligation régalienne qui est celle du gouvernement. Donc nous sommes tenus de vulgariser ça et de faire en sorte que
Et ça peut aller. Donc, c'est très important. C'est très important. Monsieur le ministre, on va passer à la politique maintenant pour parler, parce que, qu'on le veuille ou pas, vous êtes coordonnateur Foscori pour un Bénin émergent à ZER. Oui. Donc, vous êtes sur ce plateau. Dans quelques semaines, voire quelques mois, c'est quand même la présidentielle que nous attend. Et la question de la candidature unique se pose. Les FCBE sont silencieux depuis un certain temps, ou silencieuses du moins, puisque quand on parle de FCBE, c'est les Foscori pour un Bénin émergent. Qu'est-ce qui bloque la désignation du candidat unique? Mais pourquoi vous voulez qu'on désigne que la désignation de notre candidat se fasse suivant ce que les autres pensent et non ce que nous on a convenu? Qu'est-ce que vous avez convenu? Ce que nous avons convenu, c'est que nous allons au primaire dans des délais qui sont les nôtres. Ce n'est pas ça que nous voulons dire. Nous avons notre stratégie. On va au primaire, on désigne quelqu'un. Parce que dans chaque commune aujourd'hui, vous avez quand même des gens du FCBE. Dans chaque circonscription électorale, vous avez les gens du FCBE. Nous essayons de réunir tous ceux-là et nous allons faire notre primaire et désigner un candidat. Et celui-là, c'est derrière celui-là que tout le monde va se mobiliser. Il y a combien de camps aujourd'hui au FCBE? Non, il n'y a qu'un seul FCBE. À l'intérieur de ça, c'est une alliance. Donc, les partis sont venus faire une alliance. Maintenant, si c'est pas un parti à l'intérieur, un camp, non. Les gens, on ne nous lit que par rapport au passé et par rapport à ce qu'on pense que nous sommes. Non, nous sommes ce que nous sommes. On entend parler de François Adebayo-Abiola, de Barthélémy Cassa, de Komi Kouché, bien d'autres. Vous soutenez qui? Moi, je soutiens celui que le chef de l'État va désigner. Parce que on s'est entendu. Est-ce que c'est le chef qui désigne? Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y aura des primaires. Oui. À ce moment, le chef de l'État ne désigne plus. C'est pas lui qui ne va pas voter pour lui donner la majorité, non? Non, ce qu'on dit, c'est nous avons dit nous irons au primaire. Oui. Mais si nous allons au primaire, nous allons lui soumettre ça. Et là, voilà notre primaire, voilà ce que nous voulons. Et lui va nous dire, voilà, vous avez tel candidat. En tant que ministre, le chef vous a-t-il dit qui est son préféré parmi ses potentiels candidats à la candidature unique? Est-ce que Boniaï Non, a fait cette confidence? il n'a pas de préférence. Il a dit, j'attends la base. C'est quand vous aurez fait votre primaire, vous allez me désigner un candidat. Nous allons. Etienne Kossi, vous étiez à la rencontre du Palais des Congrès, lorsque le chef de l'État a rencontré les leaders Foscori pour un Bénin émergent. Quelle lecture vous avez fait de tout ce que le chef de l'État a dit le jour-là? Non, mais c'est ça que je suis en train de vous résumer. Il a fait le bilan de ce que nous avons fait quand même bientôt 10 ans et du potentiel de tous ces acquis que nous avons eus et qu'il faudrait forcément capitaliser. Il est difficile aujourd'hui que le prochain président se fasse sans FCBE. Je pense que c'est ça plutôt qui fait peur et tout le monde est pressé de savoir qu'est-ce que nous avons derrière la tête, qu'est-ce que nous sommes en train de cocoter derrière. Non, nous avons notre plan et nous y arriverons en désignant le candidat en son temps et ce sera le candidat derrière lequel nous allons nous mobiliser. C'est toujours en se basant sur ce que le chef de l'État a dit. Il a semblé inviter les leaders politiques FCBE à ouvrir l'alliance à d'autres forces politiques. Est-ce que des négociations sont en cours et est-ce qu'on pourrait assister ou est-ce qu'on pourrait assister à la venue d'autres forces politiques au FCBE avant la présidentielle? Bon, l'ouverture envers d'autres forces politiques, ça c'est normal. Lorsque vous êtes après 10 ans de pouvoir et vous voyez qu'il y a d'autres qui sont intéressés. Parce que après tout, le vrai problème, c'est que beaucoup sont intéressés à venir à FCBE. Donc, en nous disant, vraiment, faites d'ouverture, c'est pour qu'on prenne beaucoup plus de monde. D'autres personnes peuvent venir, d'autres forces politiques peuvent arriver, mais il serait question de se conformer aux règles, au fonctionnement de FCBE. Et là, je pense qu'il n'y a pas de problème à ça. Monsieur le ministre, vous dites... nous voulons organiser des primaires en tenant compte de notre calendrier à nous. C'est nous qui maîtrisons notre calendrier et on attend, les populations attendent avec vous. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en désignant un candidat unique, que l'alliance vole en éclats? Non, c'est ce que les gens pensent. C'est-à-dire, un candidat, si vous avez travaillé pendant 10 ans
et vous venez dire aujourd'hui, voilà celui que nous choisissons, qu'est-ce qui va voler aux éclats? C'est ceux qui ne sont pas avec nous qui vont lire ça. Mais si nous, on arrive, parce qu'on est préparé. Pourquoi on attend? Pourquoi personne ne vient dire je suis candidat ou bien c'est moi qui fais ci et puis comment ça va? Non, nous sommes conscients que nous représentons une force. Et cette force, en désignant quelqu'un, pourra vraiment prendre sa place dans la vie politique de notre pays. Etienne Kossi, il y a un constat qu'on remarque aujourd'hui dans la plupart des formations politiques, c'est-à-dire que pour la plupart du temps, on dit souvent aujourd'hui que la vieille classe politique, pas forcément les gérontocrates, mais que les vieux ont déjà fait leur expérience et qu'il faut aujourd'hui donner la chance aux plus jeunes de montrer ce dont ils sont capables. Au FCBE, est-ce que vous pensez plus du côté de la jeune génération ou des anciens leaders? Vous savez, chacun a son rôle à jouer. Et puis, parler de jeunes et de vieux, c'est inapproprié. Chacun a sa chose. Il y a des gens qui ont leur expérience, il y a le jeune qui a son dynamisme. Tout peut à un moment donné, on peut bien dire à un jeune, compte tenu de son dynamisme, tous les anciens peuvent lui dire non, c'est celui-là qui peut mieux faire l'affaire. Le problème, ce n'est pas de faire cette catégorisation sociale, mais de dire nous avons quelque chose à faire ensemble et d'y aller avec la foi. De la manière où nous avons travaillé bientôt 10 ans, il ne faudrait pas qu'on laisse tout cela se perdre dans la nature comme ça. Non, il faut que nous puissions faire en sorte que demain, ce sera toujours FCBE. Le 12 octobre, à la rencontre du Palais des Congrès, le chef de l'État disait « Le roi est en notre sein, il est avec nous, oui. Mais au même moment, il vous demande l'ouverture. Oui. Est-ce que les FCBE sont prêtes pour aller soutenir, par exemple, Pascal Irénée Koupaki, Abdoulaye Bianchane ou Robert Bian? Non, je pense que le roi est parmi nous. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes ensemble. Il n'est pas à l'extérieur. Non, il n'est pas à l'extérieur. Donc ça veut dire que... c'est une option exclue. Non, si on fait l'alliance, si on dit l'ouverture, ça veut dire qu'à un moment donné, celui-là est avec nous. S'il doit être à l'extérieur. Et pour le moment, à l'heure où on parlait, si c'est FCBE, ça veut dire qu'il est venu avec nous. Et là, dire que le roi est parmi nous, oui, effectivement, c'est au sein de FCBE qu'on trouvera le prochain président de la République. La presse locale annonce depuis un certain temps des accointances, en tout cas un rapprochement entre les CORI et le PRD, le parti de Maître Adrien Ouredji, qui, on le sait depuis un certain temps, a prouvé aussi qu'il est bien ancré dans la partie Ouémé et puis le plateau. Si entre-temps vous devez faire partenariat avec les CORI et que le PRD et que le PRD vous demande de soutenir un candidat externe plutôt qu'un candidat à l'interne, vous le feriez? Je pense que ça, c'est une décision dans un parti qui se prend à un très haut niveau. Ce que je sais, c'est que nous sommes ouverts. On pourra travailler avec beaucoup de partis, mais prendre la décision de savoir, bon, telle personne, le candidat, il faut le soutenir, ça se prend à un haut niveau dans une structure politique. Moi, ce qui est ma conviction, c'est que c'est en faisant bloc avec FCBE que nous allons toujours continuer de gérer le pouvoir. Aucun pays ne peut se diviser, ne peut se développer en 10 ans. Et nous avons besoin de continuer la vision du chef de l'État pour quand même changer le visage économique et social de notre pays. C'est la préoccupation majeure. Etienne Kossi, les FCBE, vous êtes dans la 6e circonscription électorale, les FCBE ont perdu beaucoup de terrain, et visiblement dans cette circonscription, il y a beaucoup d'autres partis maintenant qui ont pris de l'avance sur vous, AND, il y a eu également la Renaissance du Bénin qui est revenue en force. Que valent aujourd'hui les forces CORI pour un Bénin émergent dans la 6e circonscription? Bon, nous valons ce que nous valons, parce que quel que soit ce qu'on dit, il faut voir quand même que dans le classement, nous ne sommes quand même pas les derniers. Et puis, il ne faut pas trop, il a des alliances de circonstances et qui ont tout fait de voler aux éclats au lendemain des résultats. Moi, je pense que nous sommes sereins. Tel que nous sommes organisés, nous sommes sereins et nous pensons que, bon, il y a eu... Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'alliances dans la 6e circonscription, qui est une circonscription difficile. Mais essayons de voir en sorte que si les FCBE sont quelque part
la victoire est de ce côté. Monsieur le ministre, il y a peut-être un point que vous allez nous aider à comprendre, c'est-à-dire que avant votre entrée au gouvernement et avant la constitution des derniers blocs pour les dernières élections auxquelles on a assisté, c'est-à-dire les communales et les législatives, on vous annonçait du côté de l'AND. On vous annonçait du côté de l'AND, vous allez nous dire si c'est une rumeur ou pas. On vous annonçait, on disait que vous étiez très proche de Valentin Roudé. On parlait d'une alliance Roudé tous les fils d'Assigli, et puis vous également, Étienne Kossi. Et subitement, de but en blanc, on vous retrouve de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, est-ce que c'est vraiment subitement? Non, on avait l'idée de reconstituer un grand ensemble. Un grand ensemble autour des fils de Zé. Bon, à un moment donné, les débats, à mon sens, ne convergeaient pas dans ma vision politique que j'avais pour Zé. Parce que pour moi, nous ne pouvons pas être à cette distance de Cotonou et être dans ce dénuement. Nous n'avons pas de voix, les cadres n'en parlons pas, l'école, nous. Donc moi, ma vision était vraiment cette préoccupation. Bon, pour les discussions politiques que nous avons commencé à mener ne me permettaient pas de voir clairement là où cela pouvait vraiment aboutir. Je suis bien tenté de vous relancer, de vous poser une autre question. Oui. Je ne trahis aucun secret. J'étais avec vous le jour de l'élection communale, des élections communales, je crois, où il y avait une forte pluie. On a eu de la peine à passer également. Donc ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'infrastructure, comme vous le dites. Vous avez changé d'opinion politique. Est-ce que cela a amélioré quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce que votre changement, qu'est-ce que vous dites a permis à Zé de gagner en si peu de temps? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. D'abord, la voie, le programme le chef de l'État a déjà trouvé le financement pour permettre de bitumer la voie qui part de Tangbo à Aglo. Il nous a le programme d'électrification est en cours. Presque tous les arrondissements sont pris en compte et nous avons les points d'eau qu'il a fait. Pour une population rurale comme la nôtre avec autant de dénouements, si depuis l'indépendance, c'est vraiment le chef de l'État qui est venu penser à une fois bitumer Zé. Pour moi, c'est beaucoup. Nous allons sortir de Zé pour retrouver la présidentielle de 2016. Dans le starting block, il y a également les opérateurs économiques. Quelle lecture faites-vous de la candidature, de cette envie des opérateurs économiques bailleurs, soutien énorme pour les politiques par le passé, aujourd'hui de vouloir briguer la magistrature suprême? Non, suivant par rapport à notre constitution, un citoyen est libre d'être candidat. Bon, mais il faut que chacun pèse. Est-ce qu'ils sont en train de changer d'activité ou bien ils veulent toujours évoluer dans les... Parce qu'un homme d'affaires, un homme politique, c'est un peu difficile. Mais les gens sont libres de changer d'activité. Donc, hier, opérateur économique, mais demain, ils peuvent être des hommes politiques. Le Bénin a-t-il besoin d'un opérateur économique à sa tête? Oui, non? Bon, je n'ai pas mené la réflexion. Ce dont je suis plus ou moins convaincu aujourd'hui, c'est que un seul homme ne dirige pas un pays. Il faut être dans un groupe. Et si ça s'appelle parti politique, je ne sais pas, mais c'est quand vous êtes ensemble que vous pouvez faire. Mais Boniaï est venu seul. Oui, et nous avons vu que aujourd'hui, si on était bien en groupe, si on avait travaillé ensemble, il n'aurait pas eu tous ces défaillances, les points d'incompréhension qu'on a enregistrés, il n'aurait pas eu ça si on avait travaillé autour de lui avant. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le mieux, c'est de continuer de travailler avec lui. Parce que nous sommes habitués. Parlant de ces opérateurs économiques, il y a, et justement, ces opérateurs économiques et l'attentisme qu'on remarque depuis quelques temps, c'est-à-dire que les partis politiques ne bougent pas. On ne sait pas véritablement qui va aux élections. Vous-même, au FCBE, vous n'avez pas encore de candidat. C'est pareil à l'Union fait la nation et également ainsi dans d'autres chapelles politiques. Mais si on revient maintenant aux opérateurs économiques, il y a eu ce week-end, par exemple, le congrès de l'UDBN et le parti de Claudine Prudencio, qui est justement ancré également dans la 6e circonscription électorale dont nous parlions tout à l'heure. Le parti a décidé de soutenir la candidature de Sébastien Adjavon. Ce sera le déclic selon vous? Oh, ça peut l'être, comme ça peut ne pas l'être, parce que, bon, elle a fait, la présidente, madame Claudine Prudencio a fait un choix, donc je pense que c'est politique, et puis on ne peut que
la féliciter dans ce sens, mais dire que ça va donner des déclics, bon, d'autres vont le faire, c'est la période. C'est un soutien de taille pour Aliavon, ça commence bien selon vous? Bon, je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Est-ce que depuis l'annonce des candidatures des opérateurs économiques, on a vu très peu d'hommes politiques, d'acteurs politiques s'aligner tout de suite pour dire, bon, nous sommes derrière, ou très peu de formations politiques s'aligner? Cette fois-ci, il y a l'UDBN qui est en train de choisir son camp. C'est pour ça, certainement, que Jean-Eudes parlait de déclic. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche les partis politiques de s'aligner tout de suite, de s'aligner tout de suite derrière les opérateurs économiques? Oui, c'est ce que je disais. Si vous avez l'habitude de voir quelqu'un comme un opérateur économique, il faut que vous vous donniez un peu de temps pour après le voir comme un homme politique. Et il faut dire, la vision, la gestion du pays aujourd'hui, il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut pas banaliser. Nous sommes arrivés à des résultats qu'il faut sauvegarder. Et là, ça, je pense que les gens réfléchissent parce qu'il faut voir l'avenir. Il faut voir l'avenir. Il ne faut pas que tout ce qu'on a entrepris, bon, d'autres l'apprécient, chacun l'apprécie à sa manière, mais chacun sait dans son fort intérieur que nous avons eu des acquis qu'il faut conserver pour l'avenir. Le 14 octobre dernier, le Bénin a perdu un de ses anciens présidents, pas des moindres. Le général Mathieu Kérékou s'en est allé. Vous l'avez côtoyé. Quelles sont vos impressions par rapport à cet homme? Bon, côtoyer, c'est trop dit. Nous, on était un peu plus jeunes, et donc on a eu l'occasion de servir de loin le général, parce que, bon, j'étais déjà directeur des télécoms quand il était encore au pouvoir. Je pense que c'est une grande perte pour notre pays. C'est une très grande perte. Je me rappelle de quelque chose, c'est que c'est la seule fois où on a vu que, et c'était la première fois, je vais dire, que un pouvoir avait planifié la formation des jeunes, des cadres. Parce que si vous voyez, c'est dans les années 2016 qu'on va finir de parler de la génération que le président Kérékou avait formée. Parce qu'il a utilisé tous les pays et il a essayé de mettre. Jusqu'aujourd'hui, c'est un acquis pour notre pays. Je pense que, bon, les grands hommes comme ça, nous devons être fiers de l'avoir eu dans notre pays. Et ça, il faut l'immortaliser. Est-ce que, quand vous regardez les hommes politiques aujourd'hui, est-ce que vous sentez que certains hommes politiques ont beaucoup appris de Mathieu Kérékou? Tout à fait. Il y a beaucoup, les hommes politiques, chacun a pu prendre ce qu'il a trouvé de positif en lui. Mais le problème, c'est la mise en œuvre sur le terrain, sur le terrain, dans le sens de la gestion de la vie politique, dans le sens du développement de notre pays. C'est ça ce qui est intéressant, et nous devons, bon, à l'avenir, vraiment tenir compte de tout ce qui a été pour nous, ce général, oui. L'une des raisons pour lesquelles on rend hommage énormément au général Kérékou, c'est la démocratie, c'est de nous avoir permis de faire ce passage en douce d'un régime révolutionnaire à un régime démocratique. Avez-vous l'impression que l'héritage démocratique qu'il a laissé en 2006 se porte mieux aujourd'hui? Non, cela perdure. Dans la mesure où, si vous voyez aujourd'hui, avant d'agir, tout le monde réfléchit. Et le général aurait pu faire basculer le pays très facilement dans les résultats de la conférence nationale. Mais il a gardé un sens de sagesse extraordinaire. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, les événements qui se sont passés dans la sous-région sont venus conforter cette position. Et si tout le monde savait que la sous-région était ébranlée, personne ne pouvait deviner que la Côte d'Ivoire pouvait vivre tous les événements que nous avons connus par la suite. Et là, nous devons reconnaître la grandeur de notre président Kérékou et essayer maintenant de savoir que c'est dans cette ligne qu'il faut aller. Donc, quand les gens prônent la violence et tout ça, vous allez voir, le peuple se solidarise rapidement. Donc, c'est déjà
une manière de voir que le sens qu'il a donné à la démocratie, ça continue de perdurer dans notre pays. Parlant toujours de 2016, il y a eu cette semaine cette lettre du professeur Albert Tevo-Edjere, du frère Melchior. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Le professeur Albert Tevo-Edjere appelle à une renaissance par l'appropriation, par tous, d'une logique électorale opposée aux pratiques actuelles d'asservissement par l'argent et à la prédominance d'un grégarisme régional irréfléchi. À qui parle Albert Tevo-Edjere selon vous? À chaque Béninois. À chaque Béninois. Puis ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, l'argent a pris une ampleur extraordinaire. Et il faudrait que nous essayions de mettre fin à ça. Mais je pense que dans nos campagnes, les gens comprennent de plus en plus qu'il faut aller vers le développement. Ce que le professeur Albert Tevo-Edjere dit, c'est tout à fait vrai. Il faut que, sans bâche, nous puissions tirer cette conclusion. L'argent prend trop de valeur. Il ne faut pas que nous disions un candidat dans ces conditions. Ce n'est pas, ça ne nous fera pas, ça ne nous mènera pas. Le professeur a utilisé un terme ici, il parle de renaissance. On pourrait comparer renaissance au changement également et à la refondation. Oui. Mais aujourd'hui, on ne sait pas encore, on ne maîtrise pas encore le thème de campagne que vous allez, ou le vocable que vous allez ramener. Mais pour le moment, on sait déjà qu'il y a la nouvelle conscience. Peut-on assimiler la renaissance à la nouvelle conscience? Tout ce qui est sûr, c'est que la manière dont nous évoluons aujourd'hui, tout le monde voit qu'il faut changer. Donc chacun l'exprimera de sa manière et pour sa campagne, mais il faut noter que tout le monde est préoccupé par la situation actuelle. Il faut nécessairement un changement pour arriver à une meilleure gouvernance politique. Les politiciens sont-ils prêts aujourd'hui à laisser de côté l'argent dans la campagne électorale, un peu comme le suggère le frère Melchior? Ça viendra progressivement. Ça parce que au fond, quand les gens vont faire tout ça et n'auront plus l'argent, bon, ils vont savoir. Moi, j'ai eu des régions, j'ai vu, les gens disaient quelque chose, bon, il faut l'argent, si vous n'avez pas, on ne va pas vous voter pour vous. Mais au lendemain des élections, quand ils ont constaté que, même malgré les élections, qu'on n'ait pas de bons résultats, mais il a des réalisations, ils ont dit, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Bon, ça, c'est un petit pas. Il faut beaucoup travailler pour conscientiser nos populations. Parce que nos parents sont très conservateurs. Et ça se lit où? Ils ne peuvent pas vous donner une promesse et remettre en cause. Ça, ils aiment la parole donnée. Donc, il faut qu'on travaille pour que ce soit dans le bon sens qu'ils donnent leur parole. Monsieur Étienne Kossi, nous sommes pratiquement au thème de ce numéro de Zone Franche. Vous avez un mot de fin? Oui, mon mot de fin serait vraiment de vous remercier de m'avoir facilité ce contact avec la population, surtout pour ce décret qui est créé et qui était un peu plus de l'incompréhension que d'une mauvaise volonté du gouvernement. Mais je continue de croire qu'il faudrait que les jeunes tous savent que nous avons besoin de rester ensemble, mobilisés pour engager notre pays dans le développement. Et aujourd'hui, l'emploi des jeunes, les nouvelles technologies constituent un tremplin par lequel nous allons faire ça. Tout le monde, les développements d'applications, tout ce qui peut être fait, c'est l'État montrera la voie, mais il revient aux jeunes de s'approprier cela. Et de ne pas se laisser par les marchands d'illusions, surtout par les temps qui courent, où on vous dit, venez prendre ci, venez prendre ça. L'avenir, c'est vraiment, il faut que les gens se prennent en charge. Et c'est dans ce sens que nous allons tous travailler pour que le développement des nouvelles technologies soit une réalité, pour permettre à chacun de se prendre, d'être informé. Parce que si vous n'êtes pas informé, on peut vraiment vous traîner et puis vous venez voir la réalité quand c'est trop tard. Voilà ce que je veux vraiment dire à mes concitoyens pour dire que la décision querellée n'était pas à sa bonne place. Il n'y a rien, personne n'a augmenté un prix et personne ne peut même dire que le consommateur final doit mettre un prix dessus. Ce n'est pas, lisez bien le décret, vous ne verrez pas ça. Et ce ne sera pas appliqué. Et la hausse des prix. Le décret sera appliqué, mais sans qu'il y ait hausse de prix sur le consommateur final. Je vous remercie.
Merci. Étienne Kossi était notre invité dans votre émission hebdomadaire Zone Franche. Le ministre de la Communication nous a aidé à comprendre. Il est venu nous expliquer un peu le décret numéro 2015-455 du 27 août 2015 qui exige que les opérateurs GSM payent beaucoup plus ou donnent beaucoup plus à l'État, si on peut le dire ainsi. Il nous a entretenu également sur le passage des médias, de l'analogique au numérique, des différentes réformes engagées sous lui depuis qu'il a été nommé le 18 juin 2015. On a aussi abordé l'actualité politique, notamment la présidentielle de 2016. Mesdames et messieurs, cette émission a été animée, co-animée avec Jean-Hugues